Chers collègues, bonjour. Je vous prie tout d'abord d'excuser la présidente Yaël Braun-Pivet qui ne peut pas être présente parmi nous cet après-midi et qui m'a demandé de la suppléer, ce que je fais avec plaisir. Lors de sa réunion du 20 octobre 2022, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques a inscrit à son programme de travail une évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes, à la demande du groupe socialiste et apparenté. Et il a été désigné Mesdames Louise Morel, membre du groupe DEM, et Cécile Untermaier, membre du groupe socialiste, comme rapporteurs. Au cours de cette même réunion, le comité a sollicité l'assistance de France Stratégie sur le fondement de l'article 3 du décret 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du commissariat général à la stratégie et à la prospective. Monsieur Gilles de Marguerie, commissaire général de France Stratégie, a présenté son étude au CEC lors de la réunion du 27 septembre 2023. Je précise que c'est la seconde fois que le CEC se penche sur l'évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes. En décembre 2013, un premier rapport avait été présenté par messieurs Régis Juanico et Jean-Frédéric Poisson, dont ils avaient assuré le suivi un an plus tard, en janvier 2015. Mesdames les rapporteurs, vous avez la parole pour présenter vos travaux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à vous tous. Merci de venir écouter ce rendu de travaux. Je voudrais d'abord remercier, bien sûr, l'équipe du CEC qui a fait un très gros travail et sans lequel nous ne serions pas devant vous. Et vous dire que lorsque nous avons fait le choix de l'évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes, nous savions que c'était un sujet vaste, difficile à embrasser dans sa totalité, mais tout à fait essentiel. Parce que la solidarité entre les générations, elle est absolument indispensable pour construire une société harmonieuse. Et surtout, je crois qu'il est de notre devoir de nous interroger sur la place de la jeunesse dans une situation de vieillissement de notre société. La jeunesse est notre enjeu commun et nous devons nous préoccuper au premier chef de son évolution et de son bien-être. C'est ce que nous avons cherché à faire avec Louise Morel au travers de 9 tables rondes, de 31 rendus d'experts, 2 contributions écrites et bien sûr des visites sur le terrain dans nos circonscriptions respectives. Alors, ce rapport que nous présentons aujourd'hui, cela a été dit par Madame la Présidente, donc, est le 3e que le CEC consacre à ce sujet en un peu plus de 10 ans. En décembre 2013, nos collègues Régis Juanico et Jean-Frédéric Poisson avaient présenté un premier état de la question dont ils avaient assuré le suivi en février 2015. Et ce travail-là a été bien évidemment utile et nous l'avons exploité. Leur constat était mitigé. Selon eux, la mobilité sociale des jeunes a été une réalité indéniable, mais elle a nettement ralenti. Malgré des moyens engagés considérables, les politiques en faveur de la jeunesse manquaient de cohérence et de coordination. Et enfin, le paysage était surtout marqué par un empilement de dispositifs sans véritable gouvernance ni coordination, en lieu et place d'une véritable politique. Aujourd'hui, il ressort de l'étude préparatoire que France Stratégie a réalisée pour le CEC, comme de nos propres travaux, que les choses n'ont pas fondamentalement changé. L'ascenseur social est toujours enrayé. La jeunesse connaît une forte précarisation et les inégalités socio-culturelles continuent de peser lourdement sur le parcours scolaire, dès la petite enfance, mais aussi universitaire, et par conséquent sur leur insertion professionnelle. Je prends le relais. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui et que l'on puisse vous présenter nos travaux qui ont mobilisé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors, je m'associe aussi naturellement aux remerciements à toute l'équipe du CEC, à notre administrateur, M. Delmas, et bien entendu à ma co-rapporteure, parce qu'on a vraiment voulu aussi présenter, je crois qu'on peut le dire en introduction, un rendu commun, parce que la mobilité sociale, eh bien, elle appartient à personne. L'idée, c'est de faire des bonnes politiques publiques qui vont servir la société. Et donc, je me réjouis qu'on puisse vous présenter, nos constats, ensuite une petite partie aussi sur d'éventuelles recommandations qu'on pourrait mettre en œuvre. Alors, on vous a présenté un PowerPoint, parce que c'est quand même beaucoup de concepts, la mobilité sociale des jeunes. Rappeler quelques
pré-notion. La mobilité sociale en tant que telle, c'est plusieurs acceptations, puisqu'elle peut être ascendante ou descendante, intergénérationnelle ou intragénérationnelle. On constate qu'il y a un ralentissement de la mobilité sociale, mais il faut quand même souligner que ce n'est pas uniquement dans notre pays. Au niveau de l'OCDE, donc dans un certain nombre d'autres pays, une étude importante a été consacrée il y a quelques années, et cette étude, elle conclut que la panne de l'ascenseur social est bien réelle, donc ça ne concerne pas que la France. Première chose quand même à avoir bien en tête sur le pourquoi ce ralentissement de la mobilité sociale, c'est essentiellement des causes structurelles. L'évolution générale des emplois, bien entendu, la désindustrialisation, la tertiarisation de l'économie au cours de la seconde moitié du XXe siècle, et bien entendu, ça a entraîné des bouleversements jusqu'à aujourd'hui. On constate toutefois que dans notre pays, il y a eu un moment avec des progrès importants en termes de mobilité sociale. Et à partir des années 70, il y a une nouvelle perspective. Et sur le plus long terme, voilà, donc c'est un peu ascendant, descendant. Et les perspectives, à partir des années 70, pour les nouvelles générations, ont diminué. Sur le diagramme, on voit bien que la mobilité ascendante, elle n'est pas négligeable, encore aujourd'hui, notamment pour les femmes, il faut le souligner. Mais la mobilité qui est descendante, c'est-à-dire le déclassement social, tend à croître. Alors, globalement, selon l'INSEE, sur le long terme, il y a une stabilité. Et en 2015, quand même, en Chypre, on était revenu à un niveau proche de la fin des années 70. Donc les tendances, elles sont générales sur ce ralentissement, mais elles sont plus marquées en France où la mobilité ascendante, elle est en moyenne inférieure à celle des principaux pays de l'OCDE. La France se distingue donc par une forme d'immobilité sociale qui s'explique notamment, et c'est ce qu'on a mis en avant dans notre rapport, par les disparités d'accès à l'enseignement supérieur et l'obtention d'un diplôme qui sont en très grande partie encore aujourd'hui socialement déterminés. Alors, dans la suite de ce premier diagramme, vous en avez un second qui détermine le poids des inégalités sociales sur l'avenir des jeunes. Donc on est maintenant dans la démonstration de ce qui vient d'être dit. Il montre que les origines sociales pèsent très fortement sur les trajectoires scolaires des enfants. Ainsi, tous les élèves qui entrent en 6e, mais on voit que les différences se sont installées dès la classe primaire, puisque 1 sur 5 d'origine modeste accuse déjà un retard en classe de 6e. À mesure que la scolarité progresse, les perspectives des élèves d'origine défavorisée d'effectuer des études supérieures s'amenuisent au point qu'un peu plus du quart d'entre eux seulement accèdent à l'enseignement supérieur contre près des 2/3 d'élèves d'origine favorisée. Les parcours scolaires doivent donc peu au hasard et les inégalités se font sentir très tôt. Si l'on rappelle que l'accès aux crèches est déjà socialement différencié, 55% des enfants de familles pauvres contre 22% d'enfants de familles aisées. Pour le résumer d'une phrase, les inégalités sociales d'origine déterminent des trajectoires scolaires et très logiquement donc des parcours de vie. Nous vous renvoyons à notre rapport où nous faisons une analyse détaillée des déterminants socio-culturels et de leurs effets considérables, notamment en termes d'inégalité de performance, comme le montreront les cartes suivantes. Je prends la suite. Alors sur ces deux cartes, on voit bien qu'il est mis en évidence que les inégalités de résultats scolaires reflètent globalement la composition sociale. On peut voir que les scores élevés aux évaluations en mathématiques à l'entrée en 6e, ils sont atteints dans les départements qui ont également un indice de position sociale, on dit IPS, parmi les plus élevés. Les parents y occupent généralement des professions qui sont associées à une meilleure réussite scolaire des enfants. Et inversement, on peut aussi voir que les scores les plus faibles sont obtenus dans les départements où l'indice de position sociale est le plus bas. C'est notamment le cas dans des territoires qui ont été marqués par une forte composante ouvrière, dans le nord, dans l'est de la France, dans le bassin parisien en dehors de l'Île-de-France, ou dans des bassins de vie qui ont un fort taux de chômage, notamment dans les départements et régions d'outre-mer. Les constats sont identiques, là c'est pour les mathématiques, mais pour le français par exemple.
Alors ces différences sensibles, elles se traduisent sans surprise par des parcours d'insertion professionnelle qui sont fortement différenciés. Selon leur origine sociale, les jeunes n'entrent pas de la même manière dans la vie active en termes d'emploi à durée déterminée ou indéterminée, en termes de durée de chômage également. Et ici, c'est un peu frustrant, mais on vous renvoie à notre rapport pour tous les détails qui reposent sur des analyses qui sont très précises et qui ont été fournies par les experts du CEREC notamment. Alors, l'organigramme suivant est une création de France Stratégie. Je crois qu'on peut souligner quand même l'utilité de nos travaux communs, c'est de mettre en place des organigrammes qui ont un sens extrêmement important et qui déterminent bien les caractéristiques qui concourent à la panne de l'ascenseur social. Alors, ce graphique-là, nous y avons beaucoup travaillé, discuté, et il nous paraît tout à fait essentiel au cœur de nos travaux. C'est en fait par ce graphique porter les principaux déterminants socio-culturels qui ont un impact sur les parcours scolaires et universitaires des élèves jusqu'à l'insertion professionnelle. Mais sont identifiés aussi dans ce diagramme les politiques publiques qui ont pour but de remettre de l'égalité des chances dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur que nous aborderons par la suite, ainsi que les politiques en faveur de l'emploi et de l'insertion, notamment celles qui visent surtout à freiner la mobilité descendante des jeunes qui ont eu les parcours les plus chaotiques, à savoir les décrocheurs, les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance et le net. Le programme met d'ores et déjà en évidence que les politiques publiques et les dispositifs qui ont pour objet la mobilité sociale des jeunes sont très variés et interviennent à différents niveaux. Merci. Alors je pense qu'à présent, on est sur notre diapositive préférée qui a occupé énormément de temps et de réflexion dans nos travaux. C'est aussi une diapositive qui a été réalisée par France Stratégie, enfin la partie de droite, et elle a relevé, ils ont mis plusieurs mois à identifier la question, c'est de se dire, finalement, en France, au niveau de l'État, combien on a de dispositifs qui, de près ou de loin, touchent à la mobilité sociale des jeunes. Eh bien, combien on a de dispositifs? On en a une 60aine. Et là, je voudrais préciser que c'est au niveau de l'État. C'est pas ce que fait, par exemple, en faveur des jeunes, certaines collectivités locales, départements, régions. Donc, il faut bien l'avoir à l'esprit. Qu'est-ce qu'on voit sur ce diapositif? Eh bien, que sur cette 60aine de dispositifs, on en a une partie, ils l'ont présenté comme tel et on trouvait ça assez pertinent, bien sûr, une partie qui concerne l'enseignement scolaire avec des dispositifs, en termes de politique publique, qui ont été destinés spécifiquement aux enfants des classes défavorisées. C'est des mesures que vous connaissez, de soutien scolaire, vacances apprenantes, dédoublement des classes, accompagnement, dispositifs devoirs faits, mais c'est aussi des mesures sociales, bourses, petits déjeuners, aides diverses. Ensuite, on a une partie qui concerne l'enseignement supérieur, des dispositifs aussi de soutien et qui visent à améliorer l'accès des élèves des classes défavorisées à l'enseignement supérieur. C'est typiquement le dispositif des cordées de la réussite, donc soit pour des classes défavorisées, soit pour des catégories sociales. Et là, ça passe par les dispositifs de quotas de boursiers, de restauration, pour permettre l'accès à une alimentation saine aussi aux étudiants. Enfin, on a tout un troisième pan de dispositifs en matière d'emploi et d'insertion professionnelle qui sont destinés aux jeunes les plus en difficulté. Là, c'est un public qui est ciblé, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. C'est les NEET, ni en emploi ni en formation, les jeunes de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, les décrocheurs, les invisibles, tels qu'ils sont évoqués régulièrement. C'est des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement fort et individualisé. C'est typiquement, alors je ne sais pas si on dit PACEA ou PACEA, mais c'est parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, la garantie jeune qui est devenue récemment le contrat d'engagement jeune, le CEJ, mais aussi les écoles de la deuxième chance, les missions locales, d'autres dispositifs très encadrés, l'EPID, le SMA. Donc là, on voit bien qu'il y a une multitude de dispositifs et plus que de mobilité sociale, il s'agit dans ce dispositif-là, dans cette catégorie, de rattraper tant qu'il est encore temps des jeunes qui sont en perdition. Et enfin, on a d'autres dispositifs un peu plus divers qui participent aussi au soutien des jeunes, mais qui sont de manière moins directe liés à la mobilité sociale. C'est par exemple le cas du pass culture. Alors, deux constats.
Ces dispositifs sont bien entendu nombreux, donc ça montre bien qu'il y a une véritable attention des pouvoirs publics sur les sujets qui portent aux problématiques qui concernent les jeunes, et on y reviendra plus tard. Mais ça montre aussi que c'est des dispositifs qui sont coûteux, puisque si on évalue là, le coût total de ces dispositifs, c'est 12 milliards d'euros, et il ne s'agit ici que de dispositifs de soutien. À ce propos, on rappelle également dans notre rapport que les moyens que le pays consacre à la jeunesse ont connu ces 40 dernières années une forte augmentation. En 2001, il y a eu un livre blanc qui relevait que les dépenses publiques en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes avaient triplé en 12 ans sur la période 85-97. Et plus tard, il y a eu un livre vert en 2009 où on a bien vu que le montant global des dépenses destinées à la jeunesse dépassait les 56 milliards d'euros. Et là, pourquoi on passe de 12 à 56 milliards d'euros? C'est parce qu'on rajoute les dépenses d'éducation, puisque ici, on n'a pas les dépenses liées à l'éducation. 31,5 milliards, les dépenses sociales, l'insertion, l'aide au logement, prestations familiales, les aides fiscales aux familles, les aides aux étudiants, 23 milliards. Et le nombre de bénéficiaires a également augmenté au cours de la période de 2 à 6 millions. Alors les moyens sont importants parce que bien entendu la jeunesse est une priorité politique indiscutable et on n'a pas du tout remis en question ce constat-là, mais à mesure que le ralentissement de l'ascenseur social se faisait sentir, que la crise économique a un impact plus important sur les jeunes et sur leur insertion professionnelle, eh bien, les pouvoirs publics ont mis en place à partir des années 80 un certain nombre de dispositifs successifs pour apporter des solutions aux différents problèmes auxquels ils étaient confrontés. Aujourd'hui se pose bien entendu la question de la cohérence de l'action publique qui s'était déjà posée par le passé mais que nous reposons, notamment dans les différents rapports que nous avons mentionnés, qui ont aussi souligné ces rapports passés l'inflation des dispositifs, empilés les uns après les autres, qui ont invité les pouvoirs publics à définir une véritable politique d'ensemble structurelle en faveur de la jeunesse qui vise le long terme. Ils en traçaient d'ailleurs les contours, ces précédents rapports, une politique qui contribuerait à l'égalité des chances, à l'autonomisation des jeunes, qui serait mieux maîtrisée, coordonnée, qui gagnera en lisibilité, en cohérence, en efficacité. Les années 2010 ont vu la mise en œuvre de ce plan d'action ayant précisément pour ambition de donner de la cohérence à la politique de la jeunesse, de sortir de la logique curative, de mettre fin à cet empilement, mais avec le recul, force est de constater que de ce point de vue, là aussi, rien n'a fondamentalement changé. Nos prédécesseurs, en 2013, en 2015, ont fait le constat. Les associations de jeunes réunies au sein du Forum français de la jeunesse, qui ont été étroitement associées à l'élaboration du plan Priorité Jeunesse en 2013 également, ont fait ce constat. On dit leur désillusion 2 ans plus tard, en relevant que la mise en œuvre du plan retombait dans les mêmes travers. Et plus de 10 ans plus tard, les universitaires, France Stratégie, quelques institutions et nous-mêmes nous rejoignons pour porter des conclusions identiques. Bien, donc c'est un constat vraiment partagé de la multiplicité donc des politiques publiques en faveur de la jeunesse, mais d'un empilement et d'un manque d'évaluation de ces politiques qui pose à notre sens problème. Mais il ne s'agit pas pour autant de porter un regard exclusivement négatif sur ce qui est fait et ce qui a été fait, car ces dispositifs ont sans doute été utiles et même nécessaires aux jeunes auxquels ils ont été destinés, et certains ont très bien fonctionné. Je pense en particulier à la garantie jeune relayée par le CEJ. On est capable quand même de mettre en place des dispositifs qui sont efficaces et relayés par des politiques qui sont de majorités différentes, sans difficulté. Et je pense que c'était important de le dire ici. Alors, leur multiplicité est néanmoins, comme l'a dit Louise Morel, en premier lieu une source de complexité pour les bénéficiaires qui, selon leur âge, leur situation, leur statut, ont affaire à des interlocuteurs différents, bénéficient de droits différents. Ce n'est pas propre à la jeunesse, mais la multiplicité finalement des publics de la jeunesse font que les dispositifs s'alignent sur cela et multiplient leur nombre. Cette complexité, elle induit un manque de lisibilité, de compréhension, et elle peut être, comme ailleurs dans d'autres domaines, facteur de renoncement aux droits de la part de ceux qui peuvent y prétendre, notamment les plus défavorisés. Alors cette situation, elle a des effets délétères et cela questionne directement l'efficacité de la politique publique qui est menée, que l'on constate avec le fait que les inégalités, on le constate, perdurent, voire s'accroissent, ou que la dépendance financière des enfants vis-à-vis de leur famille est renforcée, alors même que l'objectif poursuivi, eh bien, c'est de favoriser l'autonomisation, bien sûr, de la jeunesse.
Sur un autre plan, la complexité du panorama qui vous a été donné précédemment rend plus difficile le pilotage de l'action publique et son évaluation. La lenteur avec laquelle certaines mesures considérées comme cruciales à un moment donné sont mises en œuvre attire également l'attention. Ainsi, la question de l'orientation scolaire est d'un intérêt majeur pour l'avenir des jeunes. Tout a été analysé depuis des années à ce sujet. Le livre vert de 2009 a par exemple posé les bases des réformes à entreprendre, dont certaines commencent seulement à être mises en œuvre 15 ans plus tard. Vous voyez, il n'y a pas que dans l'immobilier qu'on met du temps à construire les immeubles, et également dans les dispositifs. Et la coordination des acteurs des politiques de jeunesse est également un des sujets sur lesquels l'ensemble des observateurs tirent des conclusions identiques, que ce soit l'OCDE ou la Cour des comptes. Elle est à la fois indispensable et quasi inexistante dans notre pays. La dernière fois que le comité interministériel de la jeunesse a été convoqué remonte à 2015. En 42 ans d'existence, il n'a été réuni en tout et pour tout que 7 fois. Alors, soit il est utile et on le réunit, soit il n'est pas utile et on l'abandonne. Dans le même ordre d'idées, la loi a confié aux régions un rôle de chef de fila des politiques de jeunesse au niveau territorial. Et l'expérience montre, après quelques années de pratique, que le dispositif ne donne pas toujours entièrement satisfaction. La coordination sur le terrain reste insuffisante. Il faut dire aussi que c'est un sujet complexe que celui abordé, multi-domaine, par la région. Sur ces deux dimensions, la situation de notre pays mérite d'être considérablement améliorée, et c'est pourquoi nous formulons 2 propositions sur ces sujets que nous verrons plus tard. Alors, compte tenu de l'importance des déterminants socio-culturels qui vous ont été présentés dans les diagrammes précédents, et du rôle essentiel de la politique éducative, c'est-à-dire de l'école, nous avons décidé de centrer une partie importante de notre analyse à diverses thématiques liées à l'éducation. À présent, sur la diapositive suivante, je voudrais vous repartager et nous rappeler l'article L111-1 du Code de l'éducation. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le service public de l'éducation contribue à l'égalité des chances, à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Alors, en ce qui concerne la mixité sociale, c'est un point important de notre rapport. Les recherches montrent qu'elle n'a sans doute pas d'effet direct sur les résultats scolaires des élèves. Donc la mixité sociale, elle n'a pas d'effet direct sur les résultats scolaires des élèves, mais en revanche, c'est la ségrégation sociale qui a des effets dévastateurs à moyen et à long terme en ce qui concerne la cohésion sociale, les attitudes citoyennes des élèves, le fonctionnement même du système scolaire, le climat interne aux établissements. De même, les aspirations éducatives des jeunes sont favorisées par la mixité. En d'autres termes, la mixité contribue à favoriser l'égalité des chances. Alors, de ce point de vue, notre pays accuse un retard important. Un précédent rapport du comité de contrôle et d'évaluation en 2015 a mis en avant que le degré de ségrégation du système scolaire français était supérieur à celui de la moyenne des autres pays de l'OCDE, 10% des établissements étant même jugés comme étant de véritables ghettos scolaires. Alors depuis plusieurs années, la politique de mixité sociale est une priorité qui a été réitérée chaque année. Des mesures sont prises pour la renforcer. Des expérimentations ont été lancées déjà depuis le septennat de François Hollande, des mesures qui visent à l'implantation de cursus d'excellence et les sections internationales, les sections bilingues dans des établissements défavorisés. Ça continue à être mis en place et on a également un certain nombre de politiques de rééquilibrage du recrutement social. Ces mesures, bien entendu, elles sont intéressantes, elles sont positives, elles donnent globalement de bons résultats, mais elles restent dramatiquement insuffisantes. Cela ne concerne en tout que 4% des établissements publics. Ces politiques, elles ne permettent en rien de corriger les choses de manière massive. On est plus dans des mesures d'ordre symbolique que dans le cadre d'une politique qui permet de réellement faire bouger les lignes. Il était par exemple prévu, et un chiffre sur cela, d'ouvrir 16 sections internationales en 2023, ce qu'on peut considérer au niveau national comme cosmétique. Alors certaines mesures montrent en revanche une efficacité, comme la réforme Affelnet à Paris ou l'ouverture des collèges multisecteurs. Le diagramme qui est présenté montre bien l'évolution en quelques années. C'est le diagramme du bas où on voit bien Paris en rouge. Vous voyez après la réforme entre 2019 et
2023 qui a progressé. Voilà pour ce diagramme, mais surtout, plus globalement, il nous semble essentiel d'amener l'enseignement privé sous contrat a beaucoup plus contribué qu'il ne le fait à date à cette politique de mixité. Il y a unanimité des observateurs sur ce sujet, comme de la Cour des comptes. L'enseignement privé est financé à 75% sur des fonds publics. Les études en termes d'indice de position sociale mettent en évidence qu'il contribue de moins en moins à la mixité sociale. Et là, deux chiffres, enfin 2 années pour la comparaison. En 2017, les 10% de lycées qui étaient les plus défavorisés étaient privés pour 22% et publics pour 78%. Et inversement, 74% des lycées les plus favorisés étaient privés et 26% publics. Ça, c'est en 2017. En 2022, seuls 6% de lycées privés figurent dans les 10% d'établissements les plus défavorisés et 94% sont publics. L'évolution est pire dans les collèges, seuls 0,5% des plus défavorisés sont privés. Alors le ministère, il faut le savoir, a signé un protocole avec l'enseignement catholique l'an dernier sur la mise en œuvre duquel aucune information n'est à date disponible. Mais il s'agit avant tout d'une déclaration de bonnes intentions à date, puisqu'on n'a rien de concret. Les effets seront moins visibles. On le pense que la Cour des comptes met en évidence que les rectorats sont parfois court-circuités par l'administration centrale, contraints d'accepter d'ouvrir des classes dans le privé, hors de tout besoin réel. Enfin, force est de constater que le ministère actuellement, à tout niveau, reste sourd aux recommandations qui sont adressées depuis quelques années. Elles émanent pourtant d'experts, du comité de contrôle et d'évaluation, de la Cour des comptes, et elles convergent toutes vers une même conclusion: conditionner les moyens alloués à l'enseignement privé au respect d'engagements de promotion de la mixité sociale. C'est l'objet de notre recommandation. Donc des avancées, oui, mais il faut aller beaucoup plus loin. Donc, on aborde là l'accès à l'enseignement supérieur. Ce diagramme a le mérite quasiment de se suffire à lui-même, tant il porte toutes les interrogations que nous avions par rapport à l'enseignement supérieur et les critiques au regard de son accès. De nombreuses mesures, vous le savez, ont été instituées pour soutenir l'accès des jeunes défavorisés à l'enseignement supérieur. Certaines ont maintenant plus de 15 ans, comme les cordées de la réussite. D'autres sont plus récentes, comme les quotas de boursiers instaurés dernièrement. Les établissements d'enseignement supérieur, et notamment les grandes écoles, ont fait de cette question une priorité depuis une vingtaine d'années, que ce soit Sciences Po, qui a commencé dès 2001 à signer avec des établissements d'enseignement secondaire des conventions d'éducation prioritaire dans le but d'attirer des jeunes issus de ZEP et d'élargir la base sociale de ces étudiants. À ce jour, force est de constater que l'orientation ne rebat pas toujours suffisamment l'écart des déterminants socioculturels. Ça, c'est ce qui est écrit dans le diagramme tout à fait en haut. Et on constate que les effets de ces dispositifs restent cependant très modestes. Comme vous le voyez, les quotas de boursiers n'ont été décisifs cette année que pour 15 000 lycéens, à peine, et en 23 ans, seuls 1500 élèves issus des CEP ont été diplômés de Sciences Po. Un peu moins de 200 élèves étant recrutés chaque année par ce biais sur plus de 4500 élèves. Donc c'est la réalité donc, des chiffres. De manière plus générale, le graphique en bas montre que l'accès des jeunes à l'enseignement supérieur reste nettement différencié selon leur origine sociale. La raison ne tient sans doute pas tant à l'inefficacité des dispositifs instaurés qu'à un travail insuffisant en amont, dans les collèges et dans les lycées. En d'autres termes, nous insistons à notre tour sur l'importance cruciale d'une orientation des jeunes qui contribue à rebattre les cartes des déterminants socioculturels qui impactent leur devenir. Comme vous le voyez sur la figure, à 75%, c'est encore auprès de leurs parents que les lycéens vont chercher l'information dont ils ont besoin pour s'orienter. Et comme l'avait souligné un rapport du CEC l'an dernier, les moyens prévus pour l'orientation, notamment les 54 heures annuelles, ne sont toujours pas effectivement dédiés, ni pris en compte dans les dotations des établissements, alors que l'orientation est fondamentale pour les collégiens et les lycéens. Ce n'est, nous semble-t-il, que grâce à une amélioration considérable des dispositifs d'orientation, qui doivent être considérés comme
fondamentaux, que l'on pourra espérer des changements réels. Il y a unanimité depuis longtemps sur cette nécessité et nous le rappelons aujourd'hui. On soulignera également la lenteur avec laquelle les changements sont mis en œuvre. En matière d'orientation, certaines recommandations du livre vert de 2009 sont seulement en train d'être concrétisées. Pour la suite, sur cette diapositive, on voulait vraiment illustrer le fait qu'il ne suffit pas pour contribuer à la mobilité sociale des jeunes d'améliorer les chances d'accès à l'enseignement supérieur. Il convient d'instituer des dispositifs d'accompagnement à la réussite. C'est ce qui a été fait par exemple avec la loi ORE, Orientation et réussite des étudiants, qui a introduit le dispositif Oui, Si. Ces mesures de tutorat par exemple existent, elles se développent dans de nombreux établissements, mais comme le montre le graphique, l'échec dans l'enseignement supérieur reste socialement discriminé. Deux types de questions se posent qui tiennent en partie au financement des établissements d'enseignement supérieur, l'encadrement sur la figure en ciseaux, vous pouvez le voir sur ce diagramme, l'encadrement des étudiants ne cesse de baisser, donc cette figure est assez explicite. Les dispositifs d'accompagnement des étudiants vers la réussite sont financés de manière ad hoc par des appels d'offres ou autres, ce qui met les établissements en concurrence pour qu'ils aient les moyens d'assumer une de leurs obligations légales. C'est la raison pour laquelle nous recommandons la pérennisation de ces financements, puisqu'il nous semble important qu'ils puissent s'organiser sur le long cours. Enfin, il nous semble aussi important de procéder à des évaluations qualitatives de ces dispositifs. Aucune n'a encore été faite, par exemple, pour les cordées de la réussite qui ont été mis en place depuis 2008. On ne sait donc pas vraiment grand-chose des parcours d'enseignement supérieur qu'ont effectué les étudiants qui ont bénéficié des cordées de la réussite. De même, les pratiques des établissements d'enseignement supérieur sont très variées et au-delà de la forte implication des établissements d'enseignement supérieur, l'impact réel sur le recrutement diversifié, sur la réussite des études de ces jeunes reste aujourd'hui encore inconnu. Merci Louise. Vous résistez à cette lecture complexe. C'est une étude qui était très exigeante, faite donc de diagrammes qui sont très complets. Celui sur les freins à la mobilité descendante comporte également une analyse fouillée et argumentée. Alors quelques mots sur le troisième aspect sur lequel nous souhaitons insister, qui porte sur les freins à la mobilité descendante. Ce point nous semble essentiel pour plusieurs raisons. D'une part, notre pays n'est pas très bien positionné de ce point de vue et le nombre de jeunes en grande difficulté est très important. De trop nombreux jeunes sortent précocement du système scolaire, dont les chances d'insertion professionnelle, pour ne pas parler de mobilité sociale, sont donc faibles. Ce sont des jeunes issus principalement de milieux défavorisés. Certains deviennent ni en emploi ni en formation, ce qu'on appelle les NEET, et risquent de basculer dans l'exclusion. Rappelons à ce propos que la part des ni emploi ni en formation de 15-24 ans dans notre pays est légèrement supérieure à la moyenne de l'Union européenne. Dans le même ordre d'idées, les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance sont dans une situation particulièrement difficile. Leur scolarité est très fréquemment hachée. L'orientation qui leur est proposée les conduit vers des parcours subis, très courts. Même ceux qui n'ont pas de difficultés scolaires se voient la plupart du temps imposer des filières professionnelles qu'ils ne souhaitent pas, alors même qu'ils ont la capacité intellectuelle de faire autre chose. L'accompagnement de ces jeunes en grande difficulté fait l'objet de différentes mesures développées ces dernières années et nous voudrions mettre en avant l'intérêt de l'obligation de formation qui a été instituée dans la loi de 2019 pour une école de la confiance, qui permet d'essayer de repérer de manière anticipée des jeunes en risque de décrochage et de prévenir ainsi des situations de possible marginalisation. Grâce à un travail donc commun des institutions de terrain concernées, notamment les missions locales. Ce sont des démarches très intéressantes qui sont mises en œuvre pour repérer ceux qu'on appelle les invisibles. Mais là encore, nous devons envisager une évaluation stricte de ce dispositif. De même, en est-il du droit à l'accompagnement des jeunes de moins de 25 ans en risque d'exclusion professionnelle auxquels des parcours contractualisés peuvent être proposés.
C'est dans ce cadre que la garantie jeune avait été développée, remplacée il y a 2 ans par le contrat d'engagement jeune. Et je crois que l'on peut dire que ce dispositif évalué a donné satisfaction. Un chiffre montre toute l'importance de ce sujet et de ces dispositifs. Le nombre de contrats conclus au titre du CEJ était en novembre dernier supérieur à 540 000, à comparer avec les quelques 70 000 signés à l'ouverture du dispositif en avril 2022. Pour la dernière diapositive, avant l'échange, on voulait terminer sur un registre un peu différent. Donc on a travaillé longtemps sur ce rapport et on voulait voilà, mettre en avant quelques recommandations que l'on inscrit dans ce rapport. Alors, comme on l'a évoqué, on pense qu'il est très important de créer à terme une politique et de définir une politique plutôt nationale en direction de la jeunesse, la mobilité sociale des jeunes, les autres questions qui les concernent font l'objet depuis des décennies de dispositifs qui s'empilent les uns sur les autres et principalement de manière curative. Tous les rapports officiels, toutes les associations de jeunes, tous les experts, ils insistent justement sur cette nécessité de sortir de cette logique curative et d'avoir un ensemble qui est plus cohérent, plus structuré. Cela n'a jamais été fait à date, donc peut-être est-il temps de lancer ce grand débat national qui pourrait déboucher, c'est ce que nous proposons, sur une loi de programmation sur la jeunesse et sur les politiques de la jeunesse. Je voudrais aussi appeler votre attention sur la toute dernière page de notre rapport qui dresse une liste qui met en lumière l'extrême diversité des situations dans lesquelles les jeunes peuvent se trouver à l'un ou l'autre moment de leur vie. Le COJ a recensé près de 240 critères d'âge différents qui concernent les jeunes. Par exemple, en droit du travail, c'est pas la même chose qu'en matière électorale, que dans les droits de la vie quotidienne, pour le permis de conduire, pour le permis de chasse, pour les droits sociaux. Enfin, il y a toujours des critères d'âge différents. Les droits et les prestations sont différents selon un grand nombre de critères. Il en résulte bien entendu des complications de gestion pour les opérateurs, mais aussi des difficultés parfois insurmontables pour les bénéficiaires, en l'occurrence les jeunes, et notamment pour ceux qui en ont le plus besoin, ce qui amène parfois à des situations de non-recours aux aides. Alors bien sûr, on ne va pas développer plus longuement, on vous renvoie au développement que vous trouverez dans notre rapport, mais il nous paraît utile d'envisager un travail d'harmonisation pour éviter des ruptures des parcours, des renoncements aux droits, et en ce sens, en complément, une deuxième recommandation que l'on formule, c'est de proposer l'expérimentation de guichets uniques. La moitié des pays européens ont mis des guichets uniques en place. Il pourrait être pertinent de prendre la même marche. Et enfin, le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse est un organe qui a fait la preuve de son importance et l'importance de son travail sur ces politiques depuis sa création. Il a été créé par décret. Il a été renouvelé une fois. Il arrivera à échéance en 2026 et nous proposons de le pérenniser en lui donnant un statut législatif comme cela a été le cas pour d'autres commissions. Je vous remercie. Bien, écoutez, tout cela est terminé, Madame la Présidente. Y a-t-il des prises de parole? Madame Paris. Merci Madame la Vice-Présidente, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Je vous remercie pour ce rapport d'information sur l'évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes. L'état des lieux est alarmant, la mobilité sociale stagne et les politiques publiques mises en œuvre se sont limitées à une juxtaposition de dispositifs inefficaces malgré des investissements coûteux, comme vous l'avez rappelé. Je souhaite revenir sur un point précis de ce rapport particulièrement frappant qui concerne le déterminisme géographique dans la mobilité sociale des jeunes, et notamment des jeunes issus des territoires ruraux, bien que vous n'employiez pas ce terme dans ce rapport, préférant parler de territoires peu urbanisés. En effet, l'éloignement des lieux de formation supérieure impacte clairement le choix des jeunes qui se portent alors vers des formations moins diplômantes. On peut véritablement parler d'empêchement de ces jeunes de territoires ruraux dont l'accès à une formation supérieure relève du parcours du combattant. Je vais vous parler de ma circonscription, et plus particulièrement de la ville de Gien et de son bassin de vie, dans le Loiret, qui illustre parfaitement cette situation. Gien, c'est une ville de 13 000 habitants, le bassin de vie, c'est 24 000 habitants. Pourtant, l'offre de formation supérieure est catastrophique et se résume à 4 BTS, 2 dans le privé, 2 dans le public. Il est intéressant de noter que seulement 20% de la population non scolarisée de 15 ans ou plus détient un diplôme d'études supérieures, dont la moitié d'un bac+2 contre 31,5% au niveau national.
Pour les jeunes souhaitant accéder à une formation supérieure, autre que ces 4 BTS, il faut aller à Orléans, qui concerne les formations supérieures, qui concentre toutes les formations supérieures. Or, il n'existe actuellement aucun transport en commun, pas de train, pas de bus. Et en voiture, c'est 1 heure, à condition évidemment d'avoir une voiture et son permis. De nombreux chefs d'établissement, de collèges locaux m'ont fait part du renoncement de nombreux élèves à poursuivre des études supérieures en raison de l'éloignement géographique des lieux de formation. Il existe un lien direct donc entre mobilité sociale et mobilité géographique. La promesse républicaine d'égalité des chances n'est pas tenue. L'ascenseur social est en panne et l'on voit bien que la mobilité sociale dépend beaucoup des politiques d'aménagement des territoires et est corrélée à la fracture entre territoires ruraux et urbains. Il faut donc prendre de la hauteur et entamer des politiques ambitieuses de rééquilibrage de nos territoires qui auront un impact direct sur cette mobilité sociale, notamment accès à des filières d'excellence au sein des établissements scolaires ruraux et bien plus massivement que ce n'est le cas actuellement, déconcentration des formations supérieures pour les implanter dans la ruralité, incitation des entreprises à se délocaliser en campagne, déploiement des transports en commun pour désenclaver nos territoires ruraux. Quelle analyse faites-vous de cette rupture d'égalité pour nos jeunes issus de nos territoires ruraux ? Je vous remercie. Je pense on partage ce constat. Vous constaterez d'ailleurs que ce rapport ne fait pas l'impasse sur les difficultés. Il a le mérite, et je pense que cela revient à l'Assemblée nationale et au Parlement, que de rendre un rapport qui est un rapport très objectif. Et moi, ça ne me gêne pas du tout de parler de territoires ruraux, mais généralement, je parle de campagne. Et nous sommes beaucoup dans des circonscriptions où nous avons mesuré ce que vous exprimez, et qui est une réalité qui est de toute façon écrite en filigrane dans le rapport. Il n'y a pas un diagramme sur les campagnes, il y a dans les déterminants la prise en considération de la situation territoriale dans laquelle se trouve l'élève ou le jeune, et que nous trouvons particulièrement compliqué et qui doit être absolument prise en considération. C'est l'objet d'une de nos recommandations. Alors, vous posez des questions importantes qui nous ont traversées aussi. On ne doit pas adapter l'ambition au lieu de résidence. L'ambition professionnelle que peut avoir un jeune, elle doit être proposée quel que soit le lieu où il réside. Et nous devons vaincre effectivement ces problèmes de mobilité. Moi je suis dans une circonscription où je rencontre cette difficulté et où je me bats tous les jours sur le manque d'ambition que peuvent avoir les familles à raison de leur localisation dans un territoire où elles sont loin de l'université, loin des écoles. Et donc nous devons, au travers de BTS, mais aussi d'un travail sur l'orientation, parce que je crois que nous devons aider les familles à avoir l'ambition pour leurs enfants, ou en tout cas aider les jeunes à avoir l'ambition professionnelle qui n'est pas dictée par le territoire. Je vous rejoins sur ce point. Avoir le sentiment que la jeunesse est emprisonnée à raison de sa localisation en campagne, ça n'est pas tolérable, quoi. Et nous ne voulons pas agir sur ce point. Il y a des politiques de la jeunesse qui se sont efforcées de régler un peu ce problème. Mais à mon avis, on a des solutions qui pourraient être apportées de manière beaucoup plus pragmatique, mais qui ne l'ont pas été et qui pourraient l'être, me semble-t-il. Et j'y reviendrai si vous le souhaitez. Oui, merci pour cette question. Je me permets de prendre le relais, Madame la Présidente. Je partage ce qui vient d'être dit par ma co-rapporteure. Vous remercier pour votre témoignage. C'est le cas dans plusieurs endroits de notre pays. Moi, je suis députée du Bas-Rhin, une partie de la circonscription, et sur le massif des Vosges aussi. On ne parle pas des territoires de montagne, par exemple. Et pour autant, c'est un vrai sujet, parce que c'est des zones qui sont plus reculées, plus difficiles d'accès aussi. Et se pose bien entendu la question, quand vous habitez, comme moi, dans un village de 135 habitants, à 1 heure de Strasbourg, comment vous faites pour aller à l'université, pour prendre le train quand il n'y a pas de train en zone de montagne, etc. etc. Donc c'est le cas dans beaucoup d'endroits, mais ici l'idée c'était de dire quand même, on fait un constat et ça c'est concentré quand même principalement sur les politiques en faveur de la jeunesse. Ce que vous évoquez, c'est bien plus large, c'est toutes les politiques publiques, puisque les transports, c'est pas spécifique à la jeunesse, c'est aussi pour les jeunes actifs, pour les personnes retraitées, pour toute notre population, et plus globalement les politiques d'aménagement du territoire, c'est bien une politique plus globale.
Quand même quelques points de précision. Donc nous, dans le cadre de nos auditions, on a pu rencontrer le président de la Confédération des grandes écoles qui nous a bien dit qu'il travaillait de plus en plus à avoir des implantations annexes d'un certain nombre d'universités, d'établissements et qu'il poussait en cela pour pouvoir justement rapprocher les jeunes de dispositifs de formation qui sont adaptés. Mais plus globalement, je crois que l'enjeu qui est devant nous, c'est celui, de la lisibilité de ces dispositifs, parce qu'en réalité, certainement, un certain nombre de jeunes dans la circonscription que vous représentez peuvent être bénéficiaires, mais font un non-recours au droit, parce qu'on a bien vu que c'est complexe, et je mets au défi n'importe lequel parlementaire, et je nous inclus dedans, même en ayant travaillé sur ces dispositifs, si on rencontre un jeune, de pouvoir dire exactement à quel dispositif il a droit. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Deux, c'est la question, et ça nous appartient, il nous appartient de le faire en tant que responsable politique de la mesure de manière très, très pragmatique, sans idéologie, sans parti pris. Combien ça coûte, où nous allons, est-ce que des dispositifs qui étaient pertinents il y a 5 ou 10 ans le sont toujours demain, est-ce qu'ils sont bien identifiés chez les jeunes ou pas, et si tel n'est pas le cas, faut-il les mettre ensemble, faut-il en supprimer certains, faut-il en développer d'autres, et c'est tout ça qu'on met dans le rapport. C'est la raison pour laquelle, on insiste sur les guichets uniques, et peut-être qu'un jour, je me permets l'aparté, puisqu'on a pu en discuter dans le cadre des différents échanges. Vous savez qu'il y a un projet qui est régulièrement porté dans le débat public, qui est le projet de la solidarité à la source, par exemple. Eh bien, si on réussit à verser les dispositifs des jeunes, enfin tous les droits auxquels ils ont accès, justement dans cette solidarité à la source, ce peut être une solution. Voilà. Et enfin, une dernière chose que j'aurais aimé préciser, on a rencontré un sociologue. Moi, je trouvais qu'il avait une analyse intéressante, même si encore une fois, ce rapport, c'est un constat, c'est pas non plus que des recommandations, où il disait peut-être qu'à terme, il faudrait il faudrait faire entrer tous les droits des jeunes dans le droit commun, parce qu'après tout, avec toutes ces limites d'âge, et bien finalement, parfois, ça complexifie plus la chose. Donc nous, on n'a pas répondu à cette question, on a juste fait état de ces réflexions, et c'est vrai que ça pourrait être aussi quelque chose, par exemple, sur l'apprentissage, on a décidé d'augmenter les durées pour recourir à l'apprentissage, et ça a plutôt bien fonctionné, mais est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'on pourrait dire demain on fait un apprentissage à 35 ou 40 ans? Pourquoi pas? Enfin, c'est des sujets où après, nous, en tant que parlementaires, il faudra qu'on s'en saisisse au niveau des différentes échéances, des différents véhicules juridiques qui nous seront proposés. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Allez-y, Madame Ranck. Merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. J'aimerais dans un premier temps souligner la qualité et la richesse de ce rapport d'information qui, effectivement, 10 ans après une première évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes, fait malheureusement les mêmes constats. L'origine sociale pèse toujours fortement sur les destinées des jeunes en France et la reproduction sociale reste marquée. Les jeunes occupent souvent la même position que leurs parents, à la fois dans la hiérarchie sociale et dans l'échelle des revenus. 12% des enfants de parents situés en bas de la distribution des revenus se hissent en haut de l'échelle des revenus. Un jeune issu d'une famille aisée a 3 fois plus de chances qu'un jeune de famille modeste. Très clairement, aujourd'hui, il n'existe pas de politique publique ayant comme objectif explicite la mobilité sociale. Plus largement, la jeunesse d'ailleurs ne bénéficie même pas d'une politique publique unique, mais plutôt d'un patchwork d'une soixantaine effectivement de dispositifs multiples additionnés au fil du temps. L'empilement de ces dispositifs a fini par produire un maquis complexe illisible, rendant très difficile, notamment aux jeunes les plus défavorisés et qui en ont le plus besoin, d'avoir accès à l'information, de comprendre à quel dispositif ils peuvent prétendre et de savoir vers qui se tourner. Ainsi, vous préconisez, avec votre proposition numéro 8, la création de guichets uniques d'aide et de services pour les jeunes, qui par ailleurs permettrait aussi de renforcer la coopération entre les acteurs en charge de les accompagner. Vos propositions en soi sont toutes louables et paraissent parfois tellement évidentes. Si demain vous deviez légiférer sur une de vos préconisations, laquelle vous privilégieriez ? Merci pour cette question.
Pour ma part, pour répondre de manière très directe, j'apprécie tout particulièrement la proposition du guichet unique, mais je pense que si on voulait faire les choses dans l'ordre, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Déjà en 2013, dans le rapport, là j'ai plus ce qu'on a, mais je l'avais noté pour 2013, il y avait 51 dispositifs, là on a dit c'était une soixantaine, 17 programmes budgétaires, 9 missions différentes dans le projet de loi de finances qui se réfèrent à la mobilité sociale des jeunes. Donc c'est dire la complexité, même en tant que parlementaire, même si on étudiait chacun la chose de manière très attentive, la difficulté à avoir l'information, à se forger une conviction. Et donc je pense, dans nos recommandations, on formule notamment la volonté d'avoir une politique, enfin le document qui existe dans le projet de loi de finances, qui a parfois été ajouté, parfois pas, mais que soit pérennisé en tout cas le document pour la politique transversale de la jeunesse qui justement fait état de ces différentes enveloppes budgétaires pour donner déjà une lisibilité, une forme de comparaison sur le long terme. Là, c'est l'aspect plus méthode en amont. Et après, bien entendu, je dirais le sujet sur le guichet unique pour permettre de le rassembler. Mais encore une fois, si on arrive à basculer sur la solidarité à la source au cours des prochaines années, ce sera de facto inclus dans ce dispositif, bien que ça concerne a priori plutôt les aspects financiers et qu'après, pour les jeunes, il y a aussi des aspects qualitatifs. Par exemple, on en parle sur l'orientation, tout simplement, les conseils, le fait d'avoir accès, où on va, voilà, il y a 54 heures, mais je veux dire, là, c'est pas dans le cadre de la solidarité à la source, c'est dans le cadre de l'aménagement de nos politiques publiques, de dire à quel endroit est-ce que je peux y aller, de quelle manière, est-ce qu'il y a suffisamment de formation des personnels pour accueillir la parole, les envies, les ambitions. Donc ça, c'est plus global. Mais voilà, pour ma part, pour les deux dispositifs qui auraient ma préférence. Moi, je pense que c'est une approche globale et il n'y a pas une solution miracle. Il ne faut pas mentir aux Français. On ne va pas trouver la solution qui va permettre de régler cette situation d'un coup de baguette magique. On est dans un rapport qui traduit une évaluation qui n'est pas positive et on l'admet volontiers parce que la vérité est source de progrès alors que le contraire ne l'est pas. Alors, moi, toutes les propositions ont un sens en ce qu'elles mettent en avant l'importance, et ça c'est vrai pour les circonscriptions rurales aussi, et particulièrement, l'importance des outils éducatifs et des institutions que sont l'école primaire, le collège, le lycée et ensuite l'université. Il faut sacraliser vraiment ces institutions qui sont les universités des territoires et qui sont quelquefois le seul établissement culturel vers lequel les populations rurales peuvent se tourner. Donc nous devons, nous semble-t-il, et ça apparaît dans notre rapport, considérer que les dispositifs d'aide à la jeunesse sont sans doute utiles, mais plus encore, la qualité de l'enseignement et la qualité de l'institution d'éducation nationale qui est la première porte et le lieu d'émancipation des enfants aux mains d'enseignants qui sont en capacité de repérer leurs difficultés, d'impulser une ambition. Et nous avons vraiment besoin de ce travail commun à faire ensemble. Je crois qu'il faut mobiliser les enseignants, il faut bien sûr faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur classe, que ces classes soient dans des effectifs raisonnables et que ceux-ci puissent avoir cette approche que nous voulons sur chacun des jeunes, lui faire sortir le meilleur de lui-même, parce que c'est ça l'objectif finalement. C'est que surtout qu'il se sente en capacité de s'émanciper de son milieu social qu'il ne souhaite pas, s'il ne le souhaite pas, et travailler dans ces... Et les propositions, elles s'inscrivent là-dedans, mais le débat commun, c'est d'abord la qualité d'un enseignement qui est délivré également à l'université. Et l'université a été pointée aussi comme un sujet particulier dans lequel il faudra bien sûr nous pencher parce que c'est un lieu d'accueil de beaucoup de populations rurales qui se perdent dans l'université. Et il y a des dispositifs d'accompagnement qu'on doit évaluer, mais très certainement aussi réfléchir à cette politique de l'université pour qu'elle soit beaucoup plus ouverte et accessible. Voilà, les propositions ne peuvent pas être transcrites de cette façon-là, mais elles disent aussi que l'éducation nationale est d'abord la première arme avec laquelle nous devons travailler pour permettre cette mobilité sociale.
Pas d'autres prises de parole? Monsieur Cabrolier. Juste une ou deux réflexions par rapport à tout ce que j'ai entendu. Effectivement, la mobilité sociale est surtout due, je crois, à l'accessibilité à l'enseignement supérieur. Moi aussi, je suis dans un département urbain, avec une ville moyenne, par contre, de 50 000 habitants. Et il y a une université qui a été un embryon d'université au départ, et aujourd'hui, qui offre de multiples formations. Et alors, elle se situe à Albi. Et on a une autre ville moyenne, pas loin, sous préfecture, Castres, où il n'y a pratiquement rien. Et c'est vraiment un plus pour la promotion sociale de toute cette jeunesse, d'avoir une proximité d'accès à l'université. Moi, ça me parle beaucoup, parce qu'en plus, vous facilitez l'accès au logement, parce que le logement est très lié pour ces jeunes après le lycée. Et dans nos villes moyennes, c'est plus facile que quand tout est concentré sur des métropoles, en l'occurrence Toulouse. Et donc je crois qu'on a réussi avec les départements la déconcentration des collèges, avec les régions la déconcentration, la proximité des lycées. Il va falloir demain réussir la déconcentration des universités. Elle n'est pas aboutie, mais moi quand je vois l'expérience à Albi, c'est vraiment, et moi je connais beaucoup de jeunes, j'ai mes enfants qui ont fait des études, qui avaient des amis, et il y a beaucoup de réussite. Plus de réussite, je crois, dans ces villes moyennes que dans ces grandes villes. Alors voilà, en entendant tout ce qui s'est dit, c'est ce à quoi pour moi, c'est la priorité, elle est là. Arriver, alors à qui on va confier les universités? Aujourd'hui, c'est l'État. Il y a peut-être une piste de réflexion pour décentraliser également cette compétence. Et pour moi, la réussite, parce qu'après, sur les lycées et les collèges, il y a un contournement de la carte scolaire, ça c'est clair, partout. Mais quel que soit pratiquement son quartier, dans des villes moyennes comme cela, il y a relativement une égalité des chances au niveau des collèges et des lycées, je trouve. Alors bien sûr, il y a des lycées plus ou moins cotés, mais pour moi, le bas blesse après. Et là, il y a vraiment beaucoup de gamins qui se perdent parce que également, il y a la difficulté de se loger et cette hyper-concentration dans nos mégapoles. Et je crois qu'il faut déconcentrer énormément au niveau de territoires périphériques. Moi, voilà ce que je retiens surtout. Et merci pour votre rapport. C'était très intéressant. Bon, ça pointe du doigt pas mal de choses. Merci, monsieur le député. Merci, chers collègues, mesdames les rapporteurs, pour ce travail. Ce rapport est très dense, très fouillé, très riche. Et puis, vous nous en avez fait une présentation très claire, ce qui n'est pas toujours aisé quand on est sur des politiques publiques comme ça, avec de nombreuses articulations et finalement une certaine complexité. Donc vous avez su nous transmettre ça d'une façon très très claire et je vous en remercie beaucoup. Il a le mérite d'une grande objectivité et c'est bien tout l'enjeu des évaluations que nous faisons ici au comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, dresser, établir des constats objectifs pour en tirer les enseignements. Donc, mes chers collègues, sauf avis contraire de votre part, je pense que nous pouvons autoriser la publication de ce rapport. Merci, mesdames. Merci beaucoup à vous. Merci.